parler d'abord du confinement. On devait en parler la dernière fois et puis c'est vrai qu'on est parti tout de suite sur les questions et de fait j'ai pas trop fait le point sur le confinement. Euh, Ce que je voulais vous dire à ce propos, c'est qu'effectivement au niveau du confinement, les personnes ont été, enfin je trouve qu'on a été un petit peu induit en erreur quant au comportement qu'on aurait dû avoir avec nos chiens pendant ce confinement. C'est-à-dire que sous prétexte que nous on est un petit peu en sous-activité, eh bien on devrait se suroccuper de nos chiens quelque part. Donc je pense que là-dessus il y a une petite erreur parce qu'effectivement il faut penser à l'après confinement. Nos chiens, toute leur vie, ils vivent confinés en fait, hein. Donc pour eux, le confinement finalement ça n'a pas un gros impact sur leur vie. Le plus gros impact qu'ils peuvent avoir, bah, c'est qu'en fait ils se retrouvent avec leurs humains sur le dos H24 quoi. Donc l'idée de devoir occuper son chien, de lui faire des jeux, des tricks, voilà, toute la journée, etc., des balades, des machins, je pense pas forcément que ce soit forcément la meilleure solution parce que le jour où ça va s'arrêter, où vous allez devoir retourner au travail, eh bien effectivement ça va être de plus en plus compliqué en fait pour vos chiens et ça va être une situation plus compliquée à vivre pour eux. Donc pour les chiens, je pense que le problème de confinement, ça va plutôt être après le confinement que pendant le confinement. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment plutôt de garder les habitudes que vous aviez en temps normal. Et puis de faire des promenades où effectivement vous avez un petit peu plus de temps, donc peut-être plus au rythme de votre chien. C'est-à-dire que sur les promenades, on va s'arrêter à chaque fois que le chien veut sentir. Et puis on va vraiment le laisser aller au bout de son analyse, on va dire, olfactive. Et repartir. Et en fait, suivre votre chien davantage que faire en sorte que ce soit votre chien qui vous suive. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut prendre un petit peu plus le temps de faire, effectivement. Mais après, pour le quotidien, pensez qu'effectivement, ben, vous allez un jour, quand on va se retourner tous au travail, eh bien, vous allez disparaître à nouveau pendant de longues heures. Et si vos chiens ont été habitués à être occupés pendant tout ce temps, ça va vraiment être compliqué pour eux. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me les poser. Alors, attendez, hop, n'hésitez pas à me poser des questions hein, là-dessus si vous avez, si je suis pas claire dans ce que je dis. Hop, donc, bonjour tout le monde. Hein, j'ai pas vu du coup toutes les personnes. Là je vois salut Sylvie, salut Théo, salut Muriel. Voilà. J'ai pas vu tous ceux qui étaient avant, désolé. Mais bonjour à tout le monde. Ok, alors, si vous n'avez pas de questions spécifiques sur le confinement, on peut passer aux questions qui m'ont été posées, qui m'ont été envoyées. J'en ai eu pas mal. Je ne sais pas si j'arriverai à répondre à tout le monde. Si jamais c'est pas le cas, ben, on refera un autre live une prochaine fois. Pareil, pendant que je réponds à ces questions, surtout n'hésitez vraiment pas à m'arrêter et à m'interpeller sur ce que je suis en train d'expliquer. Pareil, si c'est pas suffisamment clair pour vous, si vous avez besoin de plus de détails ou si vous avez une situation qui est analogue et qui vous pose aussi des questions. Alors, dans les questions qui m'ont été posées. Alors, j'ai Sylvie qui m'a posé une question qui concerne en fait son chien. Donc, elle a un border qui a tendance à partir aboyer après les personnes quand elles sont au loin en fait. Donc, apparemment, quand elle se promène, chienne détachée, le chien, quand il aperçoit des humains, part sur ces humains et aboie dessus. Donc, elle va cesser ce comportement-là. Alors, c'est difficile de répondre quand j'ai aussi peu d'informations, mais faudrait déjà savoir. Donc, je ne sais pas si Sylvie est là. Donc, Sylvie Nunes, c'est pas la tienne dans une question, j'y reviendrai après. Mais si l'autre Sylvie est là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me donner des précisions. Parce qu'en fait, ce qu'il faudrait déjà essayer de voir, c'est quel est le comportement du chien par rapport aux humains quand ils sont près de lui. Donc, est-ce que c'est un chien qui a tendance déjà à avoir une appréhension vis-à-vis des humains ou est-ce que c'est un chien qui est super à l'aise quand les humains sont près de lui et c'est uniquement dans ce cadre-là que le comportement se produit. Donc déjà, il faudrait qu'on ait cette précision-là. Je ne l'ai pas.
Donc on va partir du principe que le chien, il réagit vraiment dans ce cadre-là, il est en liberté, les gens sont loin, il fonce dessus. Alors, Sylvie, la première chose qui serait à faire, quand on a ce genre de problème, le souci, c'est que souvent, on a tendance à éviter la situation, en fait, à ne pas faire en sorte de rencontrer de personnes justement lointaines pour pas que son chien aille aboyer dessus. Et parfois, souvent, on s'isole un petit peu au niveau de ses promenades. La première chose à faire, c'est... Chien balade une fois. Mal pour jouer, mais ne revient pas quand je l'appelle une hypothèse. Ok. La première chose à faire, comme je disais, c'est de ne pas éviter la situation. Et ça va être plutôt de se mettre en situation et de scénariser la situation. C'est-à-dire que si vous vous faites surprendre systématiquement, vous ne serez pas bonne éducatrice de votre chien en fait. Ce qu'il faut, c'est que vous vous teniez prête justement pour agir lorsque votre chien va réagir. Alors l'idée, ça peut être d'aller vous promener dans un lieu où vous savez que vous pouvez potentiellement rencontrer des personnes et de travailler déjà avec votre chien en longe. Alors en longe, ça peut être 10 ou 20 mètres de manière à ce que le chien ait vraiment un débattement et que vous travaillez sur sa propre volonté de revenir à vous. Donc ça, c'est une première chose, ne pas éviter et puis travailler en longe de manière à ce que vous soyez rassuré parce que votre chien ne pourra pas, quoi qu'il en soit, il sera bloqué avant. Donc déjà, vous serez moins stressé derrière et la manière dont vous allez rappeler votre chien va être différente et du coup, vous allez moins le stresser aussi et il aura déjà plus de facilité à revenir. Après, ça va être justement de travailler des exercices. Alors, il y a plein de choses qui sont possibles, hein, mais déjà, le fait que votre chien soit capable... alors, l'idée, c'est toujours aussi d'essayer de travailler le chien le plus dans l'anticipation possible. Donc, par exemple, pour votre chien, je suis persuadée, c'est le déroulement normal de ce genre de comportement, qu'avant de foncer, elle fixe, je ne sais plus si c'est une chienne ou un mâle, mais enfin bref, le chien fixe l'individu, puis poursuit. L'idée, ça va être de stopper votre chien quand il est dans la fixation en fait sur la personne. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. C'est plus quand il est déjà parti et quand il est sur la personne que vous avez possibilité de faire grand-chose. Ce qu'il faut, c'est casser ce comportement qui pour lui est nécessaire pour faire disparaître les personnes qui sont en face. En fait, il faut donc que vous fassiez en sorte de travailler votre chien à ce que quand il aperçoit quelqu'un, plutôt que de foncer sur cette personne, eh bien, il revienne plutôt prendre acte de vous. Donc ça peut être justement au moment où il fixe, la rappeler ou le rappeler, et puis immédiatement proposer, si c'est un chien qui est très joueur, on peut proposer du jeu, etc. Si vous avez envie que le chien soit dans l'analyse de la situation, on va plutôt déposer des friandises au sol, de manière à ce que le chien soit... Alors encore une fois, on ne cache jamais la situation au chien. Si on dépose des friandises au sol, on va vraiment les déposer face à l'individu. Et l'idée, c'est que votre chien, en fait, il fasse une réassociation positive avec « je vois quelqu'un au loin ». Ensuite, qui se dise « si je vois quelqu'un au loin, je vais plutôt me retourner sur mon humaine et checker ce qu'elle m'indique de faire ». Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, en fait, créer une redirection de votre chien sur vous plutôt que sur la personne au loin. Voilà, donc je vais regarder rapidement les commentaires parce que j'ai pas vu. Hop, si vous avez des questions... Ok, non, c'est tout. Donc apparemment Sylvie n'est pas là. Hop, et ben si elle regarde en replay, qu'elle n'hésite pas à me renvoyer un petit retour par rapport à ce que je viens de lui expliquer. Voilà, donc s'il y a un commentaire... Alors j'ai Chloé qui me dit « Mon chien connaît le rappel, mais dès qu'il y a la présence d'un chien en balade, il fonce sur l'animal pour jouer, mais ne revient pas quand je l'appelle. Est-ce qu'il y aurait une hypothèse ?» Alors une hypothèse, c'est qu'il aime bien aller voir ses copains. Après, une solution, eh bien en fait là c'est le travail du rappel sur stimuli. En fait dans le travail du rappel, vous avez plusieurs étapes. Et plusieurs degrés de difficulté, on va dire. Donc le rappel sur stimuli et entre autres le rappel sur congénère, c'est un des rappels les plus difficiles à obtenir pour beaucoup de chiens, effectivement. Alors, entre parenthèses, pour les personnes qui suivent mon programme de formation en ligne, j'ai remis justement en ligne plusieurs vidéos sur le travail d'éducation.
et entre autres un exercice sur le travail sur stimuli. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est justement entraîner votre chien. Donc, c'est la même problématique. Si chaque fois que votre chien voit un chien, il part dessus et vous essayez de rappeler derrière, et puis bah, justement, il ne se passe rien parce qu'il joue et que du coup, encore une fois, à ce moment-là, votre chien, il peut finalement pas vous entendre en fait. Hein, une fois que c'est parti, que c'est démarré en fait, le comportement. Donc, si vous travaillez votre rappel sur stimuli uniquement dans cette situation-là, en fait, c'est presque voué à l'échec systématiquement parce que pour votre chien, c'est hyper difficile et il va se mettre en échec systématiquement. Et puis vous aussi derrière. Donc, soit vous allez un petit peu vous énerver, soit vous allez être tendu, soit vous allez éviter les situations au maximum. Toujours pareil. Donc, ce qu'il faut, c'est de la même chose, c'est se dire il faut que j'entraîne mon chien hors situation congénère sur le fait que même si un stimuli super intéressant, il revienne sur moi. Alors là-dessus, voilà, vous avez des petits exercices que vous pouvez faire. Ça peut être justement de travailler par exemple avec votre chien en laisse. Vous jetez une friandise devant vous, vous retenez votre chien. Alors quand on dit retenir, c'est pas tirer fort, hein, c'est juste on retient simplement le chien. En fait, on ne le laisse pas aller manger la friandise. On le rappelle, vous le rappelez, vous faites un rappel avec votre mot de rappel. Dès qu'il se retourne, vous récompensez beaucoup, et ensuite vous mettez un signal libératoire qui lui permet d'aller sur la croquette que vous avez lancée juste avant. Ça, c'est un des exercices que vous pouvez faire et petit à petit, l'idée, ça va être justement de pouvoir enlever la laisse, de faire le même exercice et d'avoir un chien qui est capable de revenir sur vous plutôt que d'aller manger la friandise en premier. Donc, quoi qu'il en soit, soyez créatif. Après, vous avez vous pouvez faire ça de plein de manières différentes, mais en tout cas, Chloé, essayez de travailler dans cette idée-là, c'est-à-dire que ne travaillez pas votre rappel sur congénère quand vous êtes en situation sur congénère. Là, ce qui vous manque, c'est juste un rappel sur stimuli. Vous me dites si c'est OK au niveau de la réponse. Hop. OK, très bien. Pas de questions sur tout ça, c'est OK pour tout le monde? Je continue? Alors, je continue. Donc du coup, j'ai Valérie qui m'a demandé par rapport à Paco, donc qui est un jeune chien, qui me demande jusqu'à quel âge se poursuit la crise d'adolescence, puisqu'apparemment c'est un petit peu difficile actuellement. Alors la crise d'ado, effectivement chez le chien on peut parler de crise d'ado entre 7 et 10 mois, et puis selon les races ça peut être encore un peu plus grand. Plus votre chien, on va dire, est un chien de grande taille, plus la période d'adolescence va être tard en fait, hein. Puisque la croissance, tout se fait de plus en plus tard, plus le chien est grand. Donc l'adolescence là pour Paco, qui est un chien de moyenne taille, on va dire que c'est environ, la fin c'est environ les 10 mois. Ce qu'il faut pendant cette période, en fait, c'est vrai qu'on a on a l'impression que le chien il a tendance un petit peu à remettre en question les apprentissages, des choses qu'il faisait très bien avant, d'un coup il les fait moins bien, etc. Et c'est vrai que c'est pas toujours une période évidente. Donc la solution elle est simple, hein, c'est vraiment de rester constant. De rester constant et cohérent dans vos apprentissages. Il ne faut pas lâcher, il faut tenir bon, c'est un passage. Si vous êtes constant et si vous tenez bon dans votre manière d'aborder votre chien, normalement vous passez le cap sans souci. Donc surtout avec Paco, c'est vrai que c'est un petit chien qui a de la volonté et de la niaque, mais voilà, si vous vous tenez à tous les apprentissages que vous avez mis en place et si vous les reprenez justement, parce que parfois on pense que les choses sont acquises et en fait pas du tout. Donc ça vaut le coup de reprendre des exercices que le chien connaissait bien en éducation, donc travailler son rappel, les autocontrôles, etc., même des positions, de manière à le faire performer de plus en plus dans ses apprentissages et qu'il soit justement aussi, qu'il récupère aussi cette capacité d'écoute par rapport à vous. Deuxième question par rapport à ce jeune Paco, c'est qu'apparemment il a tendance à aller faire un peu de prélavage dans le lave-vaisselle et malgré... Alors, s'ils anticipent et qu'ils lui disent non, le chien n'y va pas, mais s'il n'y a pas cette anticipation, le chien a tendance à aller mettre le nez dans le lave-vaisselle. Donc, s'il continue à le faire, c'est que quelque part, il y a une auto-récompense qui se fait par moment. Ça veut dire qu'il y a effectivement des fois où il a l'occasion d'y aller et où donc il a l'occasion d'aller faire un peu de prélavage.
si ces occasions continuent de se présenter, eh ben, ça vaudra toujours la peine d'essayer d'y aller en fait. Donc là aussi, ce qu'il faudrait, c'est faire en sorte en fait que votre chien, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il n'ait jamais la possibilité d'aller mettre son nez dans le lave-vaisselle. Si vous lui laissez la possibilité d'y aller une fois de temps en temps, pas volontairement, hein, je comprends bien, hein, le fait qu'on se retourne, on va chercher une assiette et entre-temps le chien y est allé, hop, s'il a cette possibilité-là, il le tentera systématiquement parce que c'est une vraie auto-récompense de pouvoir aller l'échouiller nos assiettes. Donc ce qu'il faut, et là il n'y a pas 36 solutions, c'est vraiment faire en sorte que votre chien, il n'ait plus du tout la possibilité d'avoir accès au lave-vaisselle si vous ne voulez pas qu'il y aille. Il faut que ce soit systématiquement, si ce lave-vaisselle s'ouvre, il ne va pas mettre son nez dedans. Après, vous pouvez vraiment créer un apprentissage sur le lave-vaisselle hors contexte, pas au moment des repas. On apprend au chien que quand le lave-vaisselle s'ouvre, on reste en retrait. Donc il suffit d'ouvrir un petit peu, tu restes en retrait, récompense. J'ouvre un petit peu plus, tu restes en retrait, récompense. Si tu t'approches du lave-vaisselle, le lave-vaisselle se referme. Et plus vous allez travailler comme ça, plus votre chien va comprendre que il n'y a aucun intérêt, vraiment aucun intérêt à aller dans ce lave-vaisselle et que c'est bien plus intéressant de rester sur le côté du lave-vaisselle en fait. Mais il faut tenir bon parce que, encore une fois, il y a un moment où il y a eu une forme d'auto-récompense pour votre chien. Et ça c'est terrible parce que c'est mal payé. En fait, tous les efforts que vous faites, ils vont être un petit peu détruits par la fois où il a pu y aller et où il a pu s'auto-récompenser. Voilà, et il y avait aussi un souci parce qu'il a tendance en fait à sauter sur le canapé, donc le canapé il n'y a pas droit, et apparemment ce qu'il fait c'est que quand les personnes, ces humains vont s'asseoir, ils sautent sur le canapé pour après redescendre. Donc ce comportement là, il faut essayer, c'est pareil en fait, alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous vous dites, ok, j'arrive pas à anticiper ce comportement-là, je peux pas être avant lui sur le canapé, j'ai pas le temps de le voir faire, etc. Donc si c'est comme ça, il y a une autre solution qui est un peu plus joueuse, on va dire, mais qui peut fonctionner. Ça serait de mettre sur signal, donc de créer un apprentissage qui mettrait sur signal le fait de monter sur le canapé en fait. Pardon, je me coupe, mais je regarde s'il n'y a pas de questions en même temps. Ok, je reviens sur les autres après. Donc, ce que je vous disais, c'est que sur cet apprentissage, il faut essayer de créer un apprentissage. Donc, on peut mettre sous signal le fait de monter sur le canapé et le fait de descendre du canapé. Si vous mettez sur signal, vous pouvez casser cette habitude parce qu'en fait, c'est vraiment... Alors là, pour le coup, chez ce chien, c'est vraiment une habitude qui a été prise. Ils vont là-bas, j'y vais, je saute, je redescends. Donc du coup, il faut essayer de casser cette habitude et peut-être que si vous le mettez sur signal et que donc du coup vous proposez aussi la descente et que vous proposez ce comportement de monter sur quelque chose, sur différents meubles, alors ça peut être sur ça peut être sur le fauteuil qui est en face, enfin voilà, il y a plein d'endroits où vous pouvez proposer à votre chien de monter et de descendre. Et peut-être que si vous faites cet apprentissage, votre chien justement, il sera plus dans l'attente que vous lui disiez tiens fais ci ou fais ça, plutôt que de se dire ok je vais sauter pour aller le faire de moi-même. Donc ça c'est un peu plus, je vous dis, joueur comme tentative d'apprentissage, mais à mon avis, connaissant en tout cas Paco, je pense que si vous créez un apprentissage autour de tout ça, ça sera peut-être un petit peu plus payant. Alors, bonjour Fabienne. Alors, j'ai Elodie qui me dit bonjour Fabienne, toujours en difficulté avec la laisse. Donc Jeep avec un petit cocker. Bonjour Elodie d'abord. Alors par contre, marcher du la laisse pour le stopper fonctionne, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pouvez me reposer la question parce que je comprends pas en fait là. Il doit manquer un mot, s'il vous plaît, Elodie. Moi je m'accroupis et elle revient à fond. Donc Estelle qui dit moi je m'accroupis et elle revient à fond, je pense que c'était par rapport aux chiens qui aboyaient sur les gens. Donc effectivement, hein, sur le rappel, le fait de s'accroupir, c'est une super solution parce que c'est une forme d'appel au jeu et ça incite vraiment plus facilement les chiens à revenir vers nous. Donc ouais, tout à fait Estelle. Géraldine, quand elle est bloquée sur un chien, j'ai beau mettre de la nourriture, des jeux, elle s'en fiche, elle est bloquée dessus. Ce n'est pas tous les chiens, ce sont des chiens qu'on n'a jamais eu l'occasion de croiser plusieurs fois.
Alors Géraldine qui me dit, donc quand elle est bloquée sur un chien, j'ai beau mettre de la nourriture, des jeux, elle s'en fiche, elle est bloquée dessus. Ce n'est pas tous les chiens, ce sont des chiens qu'on n'a jamais eu l'occasion de croiser plusieurs fois. Oui, alors là effectivement, bah, c'est la curiosité du chien, elle a besoin aussi peut-être un petit peu de checker, de voir ce que c'est et qui est cet individu. Quand le chien il est bloqué comme ça et qu'effectivement ni la nourriture, ni le jeu, ni quoi que ce soit le fait lâcher son objectif, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est utiliser le mouvement. Donc, il faut casser encore une fois son comportement. Vu qu'on ne peut pas avec des petites choses comme ça, on va se mettre en mouvement. Donc, Géraldine, ce que tu peux faire dans ces cas-là, c'est entre guillemets obliger doucement ta chienne à faire demi-tour et tu pars en fait à l'opposé du chien. Ce qui manque à ta chienne à ce moment-là, en fait, c'est sa distance de confort pour récupérer son cerveau. Et en fait, il faut que tu trouves à quelle distance, ben justement, elle est capable de décrocher de l'individu sur lequel elle est et de se remettre sur toi. Donc là, en fait, c'est uniquement la distance entre le chien et toi qui va faire que ta chienne est capable de te regarder ou n'est pas capable. Chloé qui me dit d'accord, merci beaucoup. Super. Alors, ok, donc ok pour Paco et Valérie, elle regardera le replay. Super. Donc Chloé qui dit parfait, génial. Salut Antonella. Ah bah c'est dépassé. Alors bientôt. Ah non. Avez-vous. Alors oui Sonia, j'ai vu votre mail et j'ai votre question, je vais y répondre. Pareil pour Valérie, j'ai vu aussi, je vais y répondre. Martine qui me dit Orion a tendance à faire de ma pelouse un champ de mine. J'ai essayé plein de choses sans résultat. Un conseil. Alors, Martine, est-ce que quand il est à l'extérieur, quand il est en balade, est-ce qu'il a l'occasion de creuser? Ou est-ce que c'est pas quelque chose que vous le laissez faire du fait qu'il a tendance à beaucoup creuser chez vous? Est-ce que vous limitez un petit peu cette activité à l'extérieur ou pas? Donc j'attends votre réponse. Hop. Ah, Elodie qui me dit, donc Elodie qui était sur le problème de marche en laisse, donc en fait vous marchez, alors je reviens sur votre question, sur la laisse pour le stopper fonctionne, qu'en pensez-vous? Donc oui, Elodie qui me disait qu'elle avait des difficultés parce qu'elle a un chien qui tire en laisse, et donc marcher sur la laisse pour le stopper fonctionne, qu'en pensez-vous? Eh ben j'en pense moyen, parce qu'en fait, le souci si vous faites ça, c'est que vous mettez un à-coup en fait sur le chien. Donc oui, forcément, bah, ça le stoppe, hein, ça c'est sûr. Par contre, je suis pas sûre que sur le long terme, ce soit très efficace pour vous aider sur la marche en laisse. Elodie, je pense que vous suivez aussi mon programme en ligne. Donc c'est pareil, j'ai mis aussi encore hier toute une vidéo sur la marche en laisse justement. Et vous allez voir que je vous propose plein de petits exercices à mettre en place déjà avant d'être sur la marche en laisse, puis des exercices de marche en laisse qui seront, voilà, qui sont donc détaillés étape par étape. Donc je vous invite vraiment à aller les regarder. Et si il y a des problématiques par rapport à ce que je vous explique dans ces vidéos et si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, revenez vers moi, on en parlera un peu plus en détail. Mais voilà, je vous invite à aller voir parce que ce qui manque peut-être à Jeep, c'est toujours ce problème de focus aussi un petit peu sur vous. Sur les marches en laisse, quand il y a des difficultés, souvent, c'est lié au fait, encore une fois, que le chien, bah, il est tellement dans son environnement, il est tellement dans ses odeurs, etc., qu'il perd un peu la notion de son humain qui est derrière et à l'autre bout de la laisse. Et puis très souvent, bah, justement, ça crée de la tension. Cette tension, elle s'installe. Et le problème, c'est que du coup, vu que ça s'installe, eh bien, il y a une tension de chaque côté, de la part de l'humain comme de la part du chien. Ce qu'il faudrait, c'est arriver justement avec Jeep en tout cas, mais même de manière générale avec tous les chiens, ce qu'il faut c'est justement arriver à récupérer ce focus de façon à ce que le chien, quand il sent une tension derrière, se rappelle justement que son humain est là et qu'il va peut-être y avoir une demande de votre part. Et là, si vous mettez le pied sur la laisse, le problème c'est que vous remettez encore un à-coup, puisque le chien forcément il se stoppe d'un coup. Et le problème c'est que je pense, vous me dites si j'ai faux, mais je pense que du coup vous êtes obligé de faire ça assez souvent dans la balade parce que du coup ça stoppe, mais ça stoppe pas sur la durée quoi.
Le problème de la marche en laisse, c'est souvent ça, c'est que on a des solutions qui sont ponctuelles, mais qui sont obligées d'être répétées, 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 et vous sortez pas du problème. Donc regardez bien les exercices dans la formation en ligne, normalement ça devrait vraiment vous aider. Alors Martine qui me dit, donc je reviens sur le problème de trou. Alors non, pas du tout. Alors, non, donc il creuse pas du tout à l'extérieur en balade, et dehors il ne creuse pas du tout, et à la maison quand je me fâche il croit que je joue, du coup j'évite de reboucher le trou devant lui, sinon il recommence tout de suite à creuser. Alors oui, c'est comme le jardin, pas que votre chien il creuse, comment dire, il vous déterre tout ce que vous avez semé. Évitez, si vous avez un chien en tout cas qui a déjà tendance à faire ça, évitez de jardiner à côté de votre chien. Vous donnez de l'importance à une zone, vous grattez vous-même. Donc chez le chien, c'est juste super fun d'aller gratter derrière vous et puis de voir si vous n'avez pas laissé quelque chose dedans. Donc oui, effectivement, surtout rebouchez pas devant lui, ça c'est clair. Donc, ça c'est un truc qui revient assez souvent pour les chiens qui grattent dans les jardins. Alors Martine, pourquoi il gratte pas à l'extérieur? Parce qu'il n'en a pas la possibilité, ou parce que vous ne le laissez pas faire, ou parce que ça se passe pas? Donc pendant que vous me répondez, je vais continuer là-dessus, à savoir que effectivement un chien, le fait de creuser, je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs la semaine dernière, pour moi ça fait partie des besoins du chien. Voilà, parce que c'est une forme de chasse, c'est une recherche, etc. Donc c'est une activité qui est super saine en fait pour le chien. Et musculairement parlant, oui on en avait parlé, musculairement parlant c'est quelque chose de très positif aussi. Souvent quand on a un chien qui creuse à l'intérieur dans son jardin, on a tendance à lui interdire de le faire quand on est en balade parce qu'on se dit mon Dieu il va prendre l'habitude de creuser, donc du coup vu que c'est surtout pas ce que je vais déjà pas le laisser faire quand je le vois. Ben ça c'est peut-être une erreur, parce que vu que ça fait partie quand même des besoins de votre chien, si vous lui permettez de satisfaire ce besoin dans une zone qui n'est pas problématique pour vous, il aura beaucoup moins ce besoin quand il sera à l'intérieur chez vous en fait. Donc peut-être que si vous lui laissez la possibilité d'exprimer ce comportement de grattage et de trou en fait à l'extérieur quand vous êtes en balade, et que voire même vous l'incitez un petit peu, donc ça veut dire que dès que votre chien, vous êtes dans un champ, votre chien il a un nez au-dessus de taupe ou je ne sais quoi, dès qu'il a le nez au-dessus, laissez-le faire, laissez-le aller dans son comportement jusqu'au bout, de manière à ce que justement il satisfasse ce besoin-là, et ça va pas justement forcément devenir addictif au point de devoir le faire aussi chez vous. Donc l'idée, ce serait vraiment, en tout cas, commencer comme ça, voyez comment ça se passe, de lui dire, justement, alors, vous me répondez, non, il essaye même pas. Bah oui, il essaye pas parce que il est fâché là-dessus, en fait, à chaque fois que vous le reprenez, justement, c'est une situation qui est un petit peu conflictuelle. Donc en balade, l'avantage, c'est qu'il a tout autre chose à faire, donc il n'a pas forcément nécessité de le faire, il a d'autres occupations. Bah justement, il va suivre ses odeurs, il va observer, il va courir, il va se promener, etc. Donc il n'a pas forcément besoin à ce moment-là. À vous de renverser un petit peu la vapeur, apparaissent en balade, donc ça veut dire que vous pouvez le solliciter simplement en mettant vos doigts au sol, en disant oh c'est quoi ce qu'il y a là, etc. Votre chien il va gratter immédiatement et il va s'amuser, et du coup quelque chose qui devient une situation assez cristallisée chez vous, et comme vous dites votre chien il croit que vous jouez, donc d'un côté ça le rend un peu nerveux, mais d'un autre côté ça lui permet d'avoir votre attention quand vous êtes à la maison. Peut-être que si vous renversez la vapeur en créant une activité complice avec lui justement quand vous êtes en extérieur, vous pouvez arriver tout doucement à sortir du problème. Ça ne se fera pas en un jour, hein, ça c'est sûr, puisque l'habitude elle est quand même bien prise. Mais si vous travaillez dans ce sens-là, enfin si vous faites les choses dans ce sens-là, je suis persuadée que vous aurez une amélioration avec Orion. Ok, alors, donc comment est-il face aux besoins? Alors, du coup, je vais juste arrêter de répondre 2 minutes aux questions que vous me posez en direct pour essayer de répondre aux personnes qui ont joué le jeu et qui m'ont envoyé des questions. Donc, je voudrais pas les défavoriser. Alors, donc du coup, celle-ci, on a répondu. Voilà. Alors, j'ai Sylvie qui me demande
qui me dit que, voilà, que son chien, il a tendance, quand il sort de chez lui, il y a des chats dans le quartier, et quand il voit le chat, eh bien, il fonce sur le chat. Et Sylvie, elle a 2 chiens, donc du coup, le premier fonce sur le chat, pardon, et le deuxième, ben, remet une couche, et puis se lance derrière en aboyant aussi fort derrière elle, derrière le premier. Donc, situation, ben, effectivement, assez inconfortable, et elle ne sait pas s'il ferait du mal au chat ou pas, puisque jusqu'à maintenant, il n'a pas réussi à choper le chat. Donc elle me dit, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation. Alors Sylvie, clairement, les chats, c'est difficile, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même le plus beau jouet qu'on peut donner à un chien, puisqu'effectivement, le chat, c'est un animal qui va détaler hyper vite, qui est donc un animal à poursuivre, qui est top, la taille d'une proie. Donc forcément, le chat, c'est quelque chose de difficile pour beaucoup de chiens. Alors, ce que je pense qui pourrait t'aider, il y a 2 choses en fait, parce que tu vas avoir du mal à lui faire passer le fait, enfin l'attirance qu'il peut avoir pour ce chat. Par contre, ce que tu peux faire et mettre en place, ça va être une amélioration de ton rappel. Donc, soit, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure pour le rappel sur Stimuli, donc pareil Sylvie, tu suis le programme, donc je t'invite à aller voir les dernières vidéos que j'ai mis hier soir en ligne sur le programme. Il y a 5 vidéos sur le rappel. Les premières sont sur le rappel sur Stimuli justement, donc c'est un peu l'exercice que j'expliquais tout à l'heure. Et je t'invite en fait à mettre en place cet exercice, à le bétonner avec ton chien, avec tes 2 chiens du coup même, vraiment, vraiment de manière, tu vois, précise, un vrai impact. Donc ça, bien entendu, cet exercice, tu vas le faire hors situation, hein, on est d'accord, encore une fois, quand on met en place un comportement chez un chien, on va le faire hors situation, toujours, c'est-à-dire avec très peu de stimuli dans son environnement. Sur les vidéos, vous verrez, au départ, je travaille dans la maison, ensuite dans le jardin, et puis c'est seulement après que vous pourrez aller travailler en extérieur. Et c'est seulement à la fin qu'on ira se mettre face aux stimuli. Donc du coup, le truc, c'est que par contre, si tu mets un apprentissage comme ça en place et que pendant ton apprentissage, régulièrement tu sors et le chien a l'occasion de courir après le chat, ça va être hyper compliqué d'obtenir du résultat puisque le chien s'auto-récompense aussi encore une fois à chaque fois qu'il sort de chez toi et c'est une habitude qu'il va prendre, voire essayer de regarder s'il ne voit pas le chat quand il sort. Donc moi ce que je ferais c'est que je sais pas de quel côté c'est, si c'est côté route ou côté champ, mais en tout cas moi ce que je ferais c'est si je sais qu'il y a possibilité que le chat soit à l'extérieur, le départ de la balade je le ferais, je mettrais au-dessous en longe en fait, de manière à ce que justement il n'ait pas la possibilité d'aller jusqu'à la poursuite complète, il soit stoppé et qu'il n'ait pas la possibilité d'exécuter tout son comportement. Étant donné que c'est un comportement que tu vas vouloir casser et diminuer, moins il aura la possibilité de le produire, plus tu pourras travailler toi ton comportement de substitution en fait qui sera de se stopper et d'avoir un rappel à ce moment-là. Donc voilà, tu peux déjà travailler dans ce sens-là. Tu peux aussi essayer de travailler sur un stop, justement apprendre à ton chien à se stopper net même sur un stimuli très fort. C'est une autre option aussi, où tu peux même cumuler les deux, hein, deux va mieux qu'une. Et ce que tu peux faire aussi, c'est le travailler sur, justement, quand tu travailleras ton rappel sur stimuli, il faut que tu ailles loin dans ton apprentissage et que tu le travailles sur des choses en mouvement, sur des cibles en mouvement, en fait, justement, qui ressemblent à un chat. Donc, ça peut être des jouets, des choses comme ça, mais sur ton travail sur stimuli, il faut que tu pousses dans le sens de le mettre face à quelque chose qui ressemble au mouvement d'un chat, en fait. Voilà. Donc, tu me dis si c'est OK pour toi. Je sais pas si tu es encore là ou pas. Ok. C'est pour les chiens qui courent après les chats. Ensuite, j'ai Sonia, donc Sonia qui m'a demandé par mail, effectivement, donc qui a qui a 3 border terriers, la maman et les 2 fils, et qui a un problème, donc les 2 fils ont 14 mois, et qui a un problème parce qu'apparemment l'un des deux en fait jusqu'à maintenant ça allait bien et apparemment l'un des deux se met un petit peu en tension quand alors je vais lui donner un nom, donc en fait Pacan apparemment, vous me dites si je n'abîme pas son nom, donc apparemment Pacan, donc un des 2 frères de 14 mois border terrier, se tend et grogne un petit peu quand son frère s'approche de Sonia, sa maîtresse, et que lui est déjà en contact avec elle.
Donc, par rapport à ça, ce qui se passait pas avant, en fait. Donc, elle a plusieurs questions. Est-ce que c'est lié au confinement et à sa présence et au fait que les chiens soient moins souvent en caisse, apparemment? Est-ce que c'est lié à l'âge? Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc, je vais plutôt commencer dans l'autre sens. Donc, dans les choses qu'elle a déjà faites, elle a en fait essayé de... La première fois que c'est arrivé, elle a pris son chien, elle l'a soulevé, elle l'a grondé et elle est allée le mettre dans son parc à l'extérieur. La fois suivante, elle a fait la même chose et elle a senti que son chien était très tendu, tremblait, grognait, était vraiment pas à l'aise. Du coup, elle est allée dans une autre pièce et elle l'a détendu, puis elle l'a isolé dans son parc. Ensuite, la dernière fois, si je ne me trompe pas, elle l'a repris et effectivement, le chien est toujours assez tendu quand elle le prend dans ses bras. Alors, moi, déjà, par rapport à ce comportement-là, est-ce que c'est lié à l'âge? Probablement. Elle me dit aussi que c'est un chien qui est très sensible et qui n'est pas toujours très à l'aise avec les autres chiens. Elle a aussi deux malinois et donc apparemment, quand il y a des jeux à trois et plus sûrement, le chien, il n'est pas à l'aise, il est pas très bien. Donc c'est un chien qui doit avoir quand même une petite appréhension de manière générale et qui est peu sûr de lui. Donc il y a plusieurs choses. Déjà, Sonia, est-ce que ce chien, il réagit comme ça que quand c'est vous qui avez une interaction avec l'autre chien, ou est-ce qu'il fait ça chaque fois que lui est avec quelqu'un et que l'autre chien vient voir ce quelqu'un? Ça, c'est intéressant de voir. Parce que si c'est que sur vous, ça veut dire que c'est quand même lié à votre personne. Si c'est sur tout le monde, ça veut dire que c'est quand même plus en rapport avec l'autre chien. Alors, j'attends votre réponse. Hop. Ah, Sylvie, je viens de voir ta réponse, je reviens dessus après. Euh, c'est ça. Donc du coup, ouais, Sonia, si vous pouvez juste me dire, voilà, s'il réagit sur tout le monde ou que quand c'est vous qui êtes dans l'interaction avec l'autre chien. C'est plutôt moi, voilà. Donc c'est lié aussi à votre personne. Ça veut dire que vous devez avoir aussi une relation avec ce chien, peut-être un peu particulière, peut-être un peu forte justement. Et ce qu'il faut, alors il y a plusieurs choses à mettre en place. D'abord, la première chose à comprendre, c'est que la punition à ce moment-là, ça sert strictement à rien parce qu'en fait, votre chien, il est en réaction à une émotion. Donc, son comportement, il traduit simplement une émotion qui n'est pas contrôlable par lui, en fait. Donc, plus vous allez vous fâcher à ce moment-là, et d'ailleurs, vous posiez la question de savoir si vous alliez perdre sa confiance, oui, plus vous allez perdre sa confiance parce qu'il ne va pas comprendre votre réaction, en fait. L'idée, tout ce qui est punition et isolement à ce moment-là, c'est une mauvaise idée parce qu'en plus, vous risquez d'associer du coup l'autre chien à quelque chose de négatif. C'est-à-dire que chaque fois que ce chien il s'approche, lui il est puni. Donc ça, dans la tête du chien, c'est pas une bonne association et c'est pas ce qu'on veut qu'il pense. Donc à l'inverse, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, ça va être comment dire, de renforcer au maximum tous les bons comportements de Pacan. C'est-à-dire que chaque fois que vous êtes en train d'avoir une interaction avec lui et que l'autre arrive et qu'il n'y a pas de réaction de la part de Pacan, il va falloir que vous renforciez ça à mort. Donc félicitez votre chien, dites-lui que c'est très bien. Alors il ne faut pas en faire des méga caisses d'excitation, hein, on n'est pas dans l'excitation à ce moment-là. Mais par contre, faites-lui réellement comprendre que le fait d'être resté calme alors que l'autre chien venait vers vous, c'est exactement ce que vous attendez de lui. Et c'est exactement, du coup, en plus c'est une situation qui sera bien plus confortable pour lui que de devoir s'exciter et s'énerver sur votre chien. Donc plus vous allez lui faire comprendre que le fait de rester calme et tranquille quand l'autre chien approche, c'est positif et n'hésitez pas à récompenser avec une friandise si nécessaire, etc. Plus votre chien, il va réassocier l'approche du deuxième chien à quelque chose de positif. Donc il faut faire attention parce que là, effectivement, vous pouvez vraiment faire basculer les choses dans un sens, enfin dans le bon sens, voire dans le mauvais sens. Donc vos actes et votre réponse à son comportement vont avoir une grosse incidence, surtout si en plus la relation est quand même assez forte avec lui. Donc je vous laisse me dire si c'est OK pour vous. Alors Sylvie, je reviens sur le problème des chiens avec le chat. Sylvie me dit le problème c'est que les chats se baladent partout et viennent sur la terrasse et viennent les narguer chez eux. Ah oui, alors là, là c'est super difficile. Ouais, là c'est super compliqué. C'est le gros problème, un chien-chat, c'est chat. Euh, Après, l'idée c'est peut-être d'effaroucher un petit peu les chats de manière à ce qu'ils aient moins envie de venir.
Donc que vous, en tant qu'humain, vous effarouchiez gentiment, hein, bien sûr, mais juste de manière à ne pas donner, enfin à donner, enfin à ce que les chats pensent que c'est pas forcément super de venir chez vous. Et donc simplement peut-être en faisant un peu des bruits de casserole, hein, des choses comme ça, de manière à ce que les chats s'enfuient et qu'effectivement ils viennent pas jusqu'à sur la terrasse parce que là, bah, c'est sûr que du coup, forcément, dès qu'il va sortir, il va avoir qu'une envie, c'est d'aller choper les chats, c'est clair. Hop. Ok. Euh, Il y a aussi, je reviens maintenant sur les frères Border Terrier avec Paikan. Une chose que je vous avais pas dit aussi, c'est que il faut tester aussi. Justement, je vous demandais si c'était par rapport à vous, si c'était plus lié à vous, alors que je l'ai dans les bras. Ah oui, alors Sonia me répond, le souci c'est qu'il grogne alors que je l'ai dans les bras. Mais pourquoi vous l'avez dans les bras en fait? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi vous le prenez dans vos bras? Vous avez peur de quoi? Que les chiens se battent? Donc, si c'est ça, moi, ce que je ferais à votre place, c'est qu'au moment où Pacan grogne, ou en tout cas se tend, je me lèverai et je partirai. Voilà, je sortirai de la situation. Vous allez très vite voir si c'est lié à vous et que vous disparaissez, votre chien, il va redescendre en tour, il va passer à autre chose. Si c'est lié à l'autre chien et qu'il y a vraiment une petite tension entre les deux chiens, il faut voir comment ça se passe et comment il réagit. Je le prends dans les bras pour l'isoler. Voilà. Donc, vous ne le prenez plus dans les bras, déjà, parce que, en fait, en le prenant dans les bras, d'une part, quelque part, vous cautionnez son comportement, d'autre part, ça l'aide pas, ça vous dit pas ce que votre chien va faire après, et du coup, ça va vous obliger, si vous faites ça, à intervenir systématiquement dans leur relation. Et nous, ce qu'on veut à terme, c'est que vos deux chiens s'entendent bien sans que vous ayez à intervenir en fait. Donc plus vous allez intervenir de cette manière-là, plus ça va nécessiter votre présence pour séparer les chiens ou des choses comme ça. Alors, ils se suivent et ça monte en pression. C'est-à-dire, ça monte en pression, qu'est-ce qui se passe? Qu'après, si ça monte en pression, justement, l'idée c'est pas de faire en sorte que les chiens se battent, hein. Moi je suis pas du tout pour faut qu'ils se battent, comme ça il y en a un qui est plus costaud que l'autre, hein. Non, non, pas du tout. Par contre, si ça monte en pression, il faut faire diversion simplement. Dans ces cas-là, on va faire en sorte de faire comprendre aux chiens qu'on sort, qu'on fait autre chose, etc. Allez-y de manière très calme. Il faut que vous en face vous soyez le plus calme possible, hein, parce que c'est sûr que si vous êtes tendu, super tendu, ça va être hyper compliqué pour vous. Donc du coup, il faut que vous soyez aussi assez calme dans cette situation et puis sûr de vous et sûr de vos comportements. Hop. L'autre se tend aussi et donc vous n'êtes pas allé plus loin, vous n'avez pas vu ce qui se passait. À ce moment-là, vous avez pris le chien dans vos bras. Alors après, pour séparer vos chiens, il y a donc donc là où vous avez raison, c'est de ne pas laisser envenimer les choses. Ça sert à rien, encore une fois, de les laisser aller jusqu'à se bagarrer ou je ne sais quoi. Donc il ne faut pas effectivement que les chiens aient la possibilité d'aller jusque-là. Mais par contre, encore une fois, le fait d'en prendre un dans vos bras, ça va vraiment pas aider au niveau de la situation. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment faire en sorte que vous stoppiez l'interaction entre les deux chiens par une diversion, quelle qu'elle soit, mais surtout pas en prenant vos chiens. Et dès que les chiens se sont séparés et détendus, ils repartent chacun de leur côté, vous cessez vos interactions aussi avec eux. C'est bon pour vous, Sonia? Alors, ensuite, on a Laïka, donc Géraldine, qui nous dit que donc elle est en télétravail, du coup, elle a la possibilité de laisser sa porte ouverte et sa chienne peut entrer et sortir à sa guise pour aller sur le balcon. Ce qui se passe, c'est que quand elle est sur le balcon, et ben en fait, elle va aboyer quand des gens ou des chiens ou des individus quelconques passent devant son balcon. Et donc sa question, c'est vu qu'elle peut pas anticiper sa réaction à la chienne, est-ce qu'elle doit laisser faire ou pas? Géraldine, la semaine dernière, on a parlé de ça avec Vincent, qui a son chien qui réagissait un petit peu plus pendant le confinement là, sur les passants qui passaient devant chez lui, pareil quand il était sur son balcon. Donc je t'invite à aller essayer de regarder le replay si tu l'as pas déjà vu de la semaine dernière. Quoi qu'il en soit, c'est toujours... Alors là, moi, mon souci par rapport à toi, c'est plus l'après-confinement, encore une fois. Au jour d'aujourd'hui, tu as la possibilité de laisser ta chienne dans cette configuration-là.
comment ça va se passer après le confinement si bah, du coup elle retourne dans ses habitudes où bah, t'es pas là de la journée et que donc elle a plus la possibilité d'aller dehors. Donc ce que tu peux faire, c'est peut-être juste faire des moments où la porte est ouverte et puis des moments où la porte n'est pas ouverte, de manière à garder quand même tes habitudes, enfin à garder les habitudes de la chienne, encore une fois. Et après, le fait qu'elle aboie une fois de temps en temps sur quelqu'un qui passe devant chez toi, ça reste un chien, hein, donc on peut pas non plus tout éteindre. Je pense que voilà, hein, le fait de prévenir que quelqu'un passe devant chez soi, et puis de prévenir l'individu qui passe devant que on est là. Chez le chien, ça fait quand même partie de ce qu'ils sont. Donc on peut pas, voilà, ce qu'il faut, c'est pas avoir un chien qui s'excite comme un tordu pendant tout le passage des gens et qui aboie comme un excité. Mais si c'est juste un aboiement voilà, pour prévenir, c'est pas dramatique non plus. Alors. Donc Sonia, pour finir sur Sonia avec ses deux border terriers qui me dit faut-il reprendre les temps de caisse à l'intérieur puisqu'à l'extérieur c'est plus cool. Et pourquoi à votre avis c'est plus cool à l'extérieur? Alors déjà, je vous donne une partie de la réponse, c'est plus cool parce que bah, y a plus d'espace, donc on est moins confinés les uns sur les autres, ça c'est déjà une certitude. Et après, est-ce que Pacan fait pas un petit peu aussi de défense de ressources? Est-ce que vous n'avez pas identifié ce problème sur d'autres ressources que vous-même? Est-ce qu'il a tendance à, ben, quand il mange, faut pas, enfin, il est assez sur ses gardes, faut pas trop que les autres chiens l'approchent? Est-ce que quand il a un jouet, il a du mal à le partager? Voilà, est-ce qu'il se comporte un petit peu de cette manière-là? Parce que ça pourrait aussi expliquer voilà, pourquoi il se braque, hein, ça fait aussi partie de son comportement général. Et donc, faut-il reprendre les temps de caisse à l'intérieur? Pourquoi pas? Si c'est quelque chose qui fait partie de leur quotidien quand vous n'êtes pas en confinement, oui, tout à fait, ça peut vous permettre justement à tout le monde de se poser un petit peu. Peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude d'être autant ensemble toute la journée et que c'est difficile. Donc l'idée, ça va être de profiter des temps où ils ne sont pas en caisse pour travailler à leur cohabitation sereine, comme je vous l'ai expliqué avant. Et puis peut-être faire des temps morts où chacun va se reposer tranquillement dans sa caisse si c'est quelque chose voilà, qui est confortable pour eux et qu'ils ont l'habitude de faire. Oui, tout à fait. Puis ça vous repose vous aussi du coup. Alors, je lis vos commentaires rapidement pour voir si j'ai rien oublié. Voilà, l'espace, Sonia, on est d'accord. Euh, Pas vraiment, pas de gamelle. Ah oui, vous donnez en... Ok, d'accord. Ok, et bah s'il ne fait pas spécifiquement de défense de ressources sur d'autres choses que sur vous-même, il faut juste que vous fassiez attention à ça et faire en sorte, il faut aussi qu'il comprenne que vous n'avez pas besoin de lui pour gérer vos interactions avec les autres chiens. Ça c'est important aussi, il faut qu'il comprenne que c'est vous qui gérez vos interactions comme vous le décidez et que vous pouvez tout à fait vous accepter d'être avec Pacan et qu'il y a un autre chien qui s'approche de vous sans que ça pose de problème, particulièrement son frangin. Alors Géraldine... Ok Géraldine, voilà. Donc il nous dit qu'effectivement elle est côté route, donc il y a eu beaucoup plus de passages parce que plus de gens qui se promènent et qu'elle aboie plus sur les chiens et les chats. Donc ok, super, si ça répond à ta question, c'est top. Très bien, alors je continue avec les questions qui m'ont été posées. Alors, j'ai Joël qui me demande, qui me dit qu'elle promène ses chiens, que quand elle promène ses chiens, elle passe en fait devant une ferme et dans cette ferme, il y a une chienne qui est en liberté donc toute la journée et qui vient voir ses chiens. Et bon, bah, elle, ça ne lui pose pas de problème en soi. Les chiens au début sont assez ok, mais par contre, au bout d'un moment, donc elle a trois chiens et quand ces trois chiens en ont un petit peu marre de jouer, l'autre chienne les harcèle un petit peu et elle ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'elle doit les laisser faire et se débrouiller? Ou est-ce qu'elle doit intervenir? Donc, par rapport à ça, il y a plusieurs possibilités, hein. La toute première, ce serait peut-être déjà d'aller demander au fermier s'il peut rappeler sa chienne quand vous passez, par exemple, de demander gentiment et de voir si c'est possible avec lui de,
enfin voilà, qu'ils fassent aussi un petit effort pour vous aider quand vous passez, sachant que vous n'avez pas d'appréhension puisque vos chiens s'entendent quand même bien avec elle, mais que juste au bout d'un moment, il faudrait qu'ils la rappellent, quoi. Voilà, donc peut-être déjà cette solution, hein. C'est une solution contextuelle, environnementale. Ensuite, si la chienne n'est pas du tout agressive envers l'humain, que vous la sentez bien, que vous êtes à l'aise avec elle, vous pouvez aussi vous interposer entre vos chiens et elle, de manière à essayer de demander à la chienne voilà, de lâcher l'affaire et qu'elle se rende compte que vos chiens et vous ne voulez plus qu'elle ait d'interaction avec vous. Donc de mettre aussi un petit peu d'espace entre elle et vos chiens, pourquoi pas. Il suffit des fois de se placer simplement au milieu, hein, le chien, voilà, et puis de vous déplacer en fonction des déplacements du chien, de manière à lui bloquer l'accès à vos chiens. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais il faut bien sûr que vous soyez à l'aise avec la chienne et qu'elle ne soit pas agressive sur l'humain. Et puis après, la dernière chose, si tout ça, ça fonctionne pas, bah dans ces cas-là, c'est de ne pas vous attarder, avancer. Voilà. Quand vous sentez que, enfin même, attendez pas que vos chiens soient usés par le comportement de l'autre chienne, avancez. Alors pareil, hein, on va pas tirer ses chiens de manière forte et brutale puisque tout se passe bien, mais faites ça dans la douceur et dans la continuité, c'est-à-dire que c'est un mouvement, quoi. Voilà, peut-être il y a un peu de tension sur la laisse le temps que vous tiriez vos chiens tout doucement vers vous, mais ça doit se faire vraiment de manière douce, quoi. Voilà, simplement faire comprendre à tous les chiens qu'on avance et qu'on passe, quoi. Voilà. Donc essayez de voir si ça fonctionne. Et ensuite, vous m'avez demandé, vous m'avez parlé du fait qu'ils mangeaient les crottes. Et oui, comme beaucoup de chiens. Alors, deux choses, ils ont tendance à aller dans la litière des chats. Alors, à savoir simplement sur les crottes de chat, il faut savoir qu'il y a un nutriment que les chiens aiment bien dans les crottes de chat. Donc, parfois, c'est aussi pour ça qu'ils vont avoir tendance à y aller. Donc, ça ne justifie pas le comportement, enfin, ça ne nous dit pas qu'il faut qu'ils le fassent à longueur de temps, mais en tout cas, voilà, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est assez bon pour eux, donc ils vont avoir tendance à avoir envie d'y aller un petit peu plus souvent. Pour la litière, ce qui serait intéressant, et pour les crottes à l'extérieur, ça serait de leur apprendre le pas toucher déjà, de manière à ce que quand vous pouvez anticiper la chose, vous puissiez leur demander de ne pas le faire. Et en fait, à force de demander de ne pas le faire, petit à petit, ça devrait aider à le faire moins naturellement comme ça. Ça éteindra pas complètement le comportement, mais ça vous permet, vous, d'avoir un impact sur votre chien au moment où justement vous voulez pas qu'il aille manger la crotte. Alors là-dessus, pareil, vous avez l'exercice, Joël, vous suivez aussi le programme en ligne, vous avez un exercice filmé sur le pas toucher, donc comment apprendre au chien à ne pas toucher étape par étape. Donc je vous invite vraiment à bien travailler avec chacun de vos chiens, alors séparément au départ, toujours pareil sur des choses faciles au départ. Et quand vous arriverez sur un stimuli comme une crotte ou quelque chose de vraiment super, comment dire, appétant pour votre chien, à ce moment-là, il va falloir que vous ayez un sacré cadeau à lui offrir en contrepartie du fait de ne pas être allé manger la crotte qui sentait si bon de l'autre côté. Donc voilà, après, il faut être conscient qu'il faut varier la qualité, la quantité, la qualité de sa récompense en fonction de ce que vous allez demander à votre chien, quoi. Voilà. C'est très différent de ne pas toucher une croquette au sol pour en avoir une autre que de ne pas manger la crotte qu'on a croisée voilà, qui intrinsèquement vous appelle, quoi. Donc du coup, une fois que vous l'aurez bien appris dans un milieu peu stimulant, quand vous allez aller dehors, pensez à varier et à augmenter la qualité de vos récompenses quand vous... Et dernière chose sur ce point, vous me disiez aussi que parfois les chiens se roulaient dans la crotte. Oui, ça arrive aussi, c'est terrible. J'ai une petite chienne qui était spécialiste de ça. C'est un comportement, enfin, il y a différentes interprétations, mais moi, ce qui me semble le plus réel, le plus concret, c'est que c'est un comportement qui est très grégaire, en fait. Ça serait quelque part pour camoufler son odeur. Donc par rapport à la chasse, le fait de sentir une odeur, alors soit de bête morte, soit, parce que souvent c'est ça aussi, hein, les chiens qui se roulent dans la crotte, c'est souvent la crotte et puis les charognes du coin, enfin tout ce qui pue bien, quoi. Donc c'est pour camoufler en fait leur propre odeur de chien de manière à ne pas à pouvoir approcher une proie plus facilement. Donc c'est un instinct qui est super grégaire et qui est difficile à faire passer chez certains chiens
et je sais de quoi je parle, mais c'est possible. Alors ça, c'est pareil, c'est la répétition. La répétition, là, il y a un stop ou un mot qui dit au chien ou un nom, mais que vous utilisez qu'à ce moment-là. Au moment où vous le voyez qui commence à se baisser, parce qu'en général, ça commence par le cou, hein, au moment où il commence à se baisser, c'est non, non, non. Et dès qu'il s'arrête, il faut que vous ayez, pareil, une super récompense. Là, il n'y a pas le choix, il faut que vous ayez quelque chose qui vaille la peine en face, parce que, encore une fois, là, le chien est dans un comportement qui fait vraiment appel à des choses qui sont hyper instinctives. Donc, faut que faut que ça vaille la peine pour ne pas le faire, quoi. Voilà. Ok, donc vous me dites si c'est ok pour vous, surtout sur la nourriture. Ok, bah alors s'ils le connaissent, c'est top. Donc il faut juste que vous généralisiez. Donc elle me dit qu'ils connaissent le pas toucher. Il faut juste que vous généralisiez cet apprentissage à l'extérieur. Commencez avec des trucs faciles et puis de plus en plus difficiles jusqu'à arriver pour les crottes. Voilà. Ok. Ah, j'ai Valérie qui me demande, pourriez-vous rappeler comment on accède au programme en ligne? Merci. Oui, alors bah, pas de souci. Ce que je ferai, c'est que une fois que le live est terminé, j'irai mettre en commentaire le lien vers la page de mon site où vous avez tout le descriptif du programme et l'accès à l'inscription en fait. Voilà. Bah, ok Valérie, donc je le mettrai en commentaire sous le live. Et puis ou je le remettrai, ouais non, je le mettrai en commentaire sous le live et puis je mettrai une petite publication sur ma page Facebook, ce sera peut-être plus simple, remarque. Ok, donc si c'est bon pour vous Joël, je continue. Qui j'oublie? Ah, alors j'ai oui Julie qui me demande pour Gaïa, ça c'est aussi intéressant, je vais répondre à la question parce que c'est vrai que ça peut intéresser beaucoup de monde, qui a une chienne donc croisé berger allemand et c'est énormément, enfin à attaquer même clairement l'aspirateur, la tondeuse, le Karcher, enfin bref tout ce genre de machines. Donc ça c'est vrai que c'est aussi un problème qu'on peut assez souvent rencontrer. Ok Joël. Qu'on peut assez souvent rencontrer. Donc Julie, si vous êtes là, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Et sinon, donc je vous explique. En fait, l'idée, là, votre chienne, quand elle réagit comme ça sur cet objet, c'est que quelque part, l'objet, pour elle, est une menace. Donc, soit elle a peur de l'objet, soit elle le considère comme une menace, et du coup, eh ben, elle réagit, elle a une réaction sur cet objet, et la réaction, bah, c'est de vouloir faire arrêter ce truc-là, quoi. Donc l'idée, ça va être de désensibiliser très progressivement Gaïa à l'objet tondeuse ou à l'objet aspirateur de façon à ce qu'elle se rende compte que cet objet n'est finalement pas du tout une menace pour elle ni pour vous d'ailleurs. Donc l'idée c'est vraiment de travailler hyper progressivement. Alors je vous fais un détail express parce que c'est un petit peu plus long que ça, mais c'est pour vous donner l'idée comment on désensibilise. Il faut que vous décomposiez complètement l'approche en fait de l'aspirateur. Donc si elle a déjà tendance à réagir rien que quand vous ouvrez par exemple le placard où se trouve l'aspirateur, il faut déjà désensibiliser à ce moment-là en fait. Ensuite, il va falloir désensibiliser le fait de sortir l'aspirateur du placard. Ensuite, laisser l'aspirateur au sol et désensibiliser avec l'aspirateur au sol qui ne bouge pas, qui n'est pas allumé bien sûr et qui est totalement statique. Une fois que la chienne elle commence à plus réagir à l'ouverture du placard, à être plus sereine, à venir vers vous plutôt qu'aller vers l'aspirateur, à ne plus réagir quand vous sortez l'aspirateur et quand vous posez l'aspirateur au sol, quand ces étapes-là sont vraiment bien bétonnées, vous pouvez commencer à allumer l'aspirateur. Donc là, c'est pareil, on va laisser l'aspirateur allumé, mais qui ne sera pas en mouvement. Ensuite, quand la chienne est OK avec ça, on va commencer simplement faire bouger le balai de l'aspirateur doucement. Et encore une fois, prenez votre temps. Si ça va trop vite, il faut revenir en arrière et on rebétonne les étapes précédentes. Et comme ça, jusqu'à ce que vous puissiez bouger votre aspirateur sans qu'il y ait de réaction chez votre chienne. Le truc important, c'est que pendant cette phase de désensibilisation, si vous laissez la chienne près de vous pendant que vous passez l'aspirateur à des moments et que d'autres fois vous la désensibilisez à l'aspirateur, tout ce que vous ferez comme travail sera démoli par les fois où vous la laissez là en fait pendant que vous passez l'aspirateur. Donc ça veut dire que pendant votre phase de désensibilisation à l'aspirateur, vous allez devoir systématiquement sortir votre chienne de la maison quand vous passez l'aspirateur. Il faut qu'elle ait plus de contact avec cet aspirateur
hormis les moments où vous êtes en train de travailler sa désensibilisation à l'aspirateur. Et l'idée, c'est que alors, vous travaillez bien votre aspirateur, et quand ça c'est bien travaillé, vous alliez généraliser sur la tondeuse. Donc logiquement, vous allez refaire le même travail, mais par contre ça doit aller plus vite puisque le chien a déjà compris un petit peu la forme de l'apprentissage, il s'est déjà détendu par rapport à un objet, donc il va être capable de se détendre encore un petit peu plus rapidement par rapport à un deuxième objet. Donc l'idée c'est vraiment d'y aller hyper progressivement, toutes petites étapes par toutes petites étapes. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est ok pour vous, si ça répond à votre question, si vous êtes là, et sinon on continue. J'ai une autre question, une question de Laurence, donc qui a une jeune labrador de, je peux dire de bêtises, mais elle doit avoir 11 mois. Et ils ont un problème d'excitation parce que il y a des moments en fait la chienne s'excite, elle leur saute dessus, elle les mordille, que ce soit en laisse ou que ce soit détaché, elle les mordille par moment. Et s'ils lui disent non ou stop ou quoi que ce soit, plus rien n'y fait, la chienne continue de s'exciter. Alors c'est une chienne que je connais puisqu'on est aussi en éducation ensemble. Pour la connaître, il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que l'excitation, en fait, elle peut traduire deux émotions. Et nous, humains, on a tendance à penser que l'excitation, c'est forcément de la joie, voilà, de l'excitation pure, etc. Mais en fait, l'excitation, c'est le chien, elle peut être vraiment liée, et souvent chez les labradors d'ailleurs, enfin ça se voit vraiment, je trouve, elle peut être liée à de la nervosité. Et chez Oli, c'est sûr et certain que c'est lié à de la nervosité. Donc le problème c'est que la réponse c'est pas du tout la même si c'est lié à de l'excitation et si c'est lié à de la nervosité, on est bien d'accord. Du coup, par rapport à ça, c'est déjà super important de comprendre cette différence-là. C'est pareil, dans le programme en ligne, on parle vraiment des émotions. Je détaille tout ce processus-là, des émotions, la différence entre une émotion et un comportement, de manière à bien comprendre comment fonctionne le chien. Et pour Oli, le fait de comprendre déjà que c'est plutôt lié à de la nervosité qu'à de la joie, ça vous amène une réponse qui est différente. Donc pourquoi elle est nerveuse et pourquoi elle le manifeste comme ça? Parce que je pense que votre réponse à ce comportement-là n'est pas la même, vous, et n'est pas la même en fonction de la personne qu'elle a en face d'elle. C'est-à-dire que vous avez une réponse qui sera plutôt de stopper le chien assez rapidement. Un petit peu, il a tendance à se laisser attraper un petit peu les manches ou les choses comme ça quand il a envie de jouer avec elle. Du coup, déjà, c'est pas évident pour la chienne parce que la réponse selon l'individu n'est pas la même. Et ce qui est encore plus inquiétant pour le chien, c'est que si par exemple votre mari il est ok pour jouer, bah, ça va le faire, on va jouer. Et il y a des moments, forcément, comme tout le monde, il n'est pas ok. Et du coup, là, il va stopper le comportement. Et là, la chienne, elle ne sait plus sur quel pied danser. Donc du coup, vu que c'est une chienne qui est déjà hyper sensible, il suffit qu'il y ait quelque chose comme ça qui soit un peu flou pour elle, qui soit pas clair, et elle va aller se mettre dans cette excitation, dans cet état d'excitation. Vraiment son échappatoire. Donc pour vous, que quand elle est dans cette excitation-là, ça doit être une sonnette d'alarme pour vous. Vous devez vous dire, là, il y a un truc que je suis en train de faire qui n'est pas du tout clair pour mon chien. Je suis pas claire, je suis pas lisible, je suis pas compréhensible, et du coup, elle sait pas quoi faire, et elle le manifeste de cette manière-là, parce que c'est une grosse gentille. Il y a des chiens qui pourraient s'inhiber, il y a des chiens qui pourraient devenir agressifs, etc. Elle va le manifester comme ça parce que la pauvre, il y a un moment, il faut qu'elle l'exprime, quoi. Donc, elle va l'exprimer par l'excitation. Donc, encore une fois, ça doit être juste une sonnette d'alarme et analyser vos comportements et vos réponses. Est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce que vous avez changé de manière de répondre à ce moment-là? Et est-ce que votre réponse est aussi adéquate en fonction de la demande de votre chienne à ce moment-là? Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, comment on fait pour s'en sortir? Donc déjà bien identifier, de gérer et de faire en sorte d'être constant et cohérent dans le comportement. Et troisième chose, ça va être par exemple d'aider la chienne à redescendre en rentour. Elle connaît très bien maintenant l'exercice de l'autocontrôle. À ce moment-là, servez-vous de cet exercice parce que c'est ce qui là. L'avantage de cet exercice et tout l'intérêt de cet exercice, c'est que justement, il soit utile au moment où le chien a du mal à se maîtriser. Si vous lui proposez un exercice qui a été appris, qui est acquis justement dans des conditions qui sont totalement sereines, donc avec un ancrage émotionnel serein, si vous lui proposez cet exercice à ce moment-là, la chienne, elle va être tout à fait capable d'y répondre. Et ça va vraiment l'aider parce qu'elle va se dire « Ok, là je sais ce qu'ils attendent de moi, je sais ce qu'ils veulent de moi, je reviens au calme
et vous continuez, vous repartez et vous faites autre chose. Et je suis sûre que si vous faites comme ça, vous allez avancer dans la problématique. Donc exercice d'autocontrôle, analyse de pourquoi votre chienne elle se met en excitation, comprendre que son excitation est beaucoup plus liée à la nervosité qu'à la joie, et donc voir ce que vous pouvez faire aussi dans le quotidien pour être plus lisible pour elle en fait. Voilà, donc j'espère que ça aura répondu à votre question. Je sais que vous ne pouviez pas être là aujourd'hui, que vous allez regarder en replay. N'hésitez pas à me faire un retour par mail si ce n'est pas suffisamment clair. Ok, donc je crois qu'on est pas mal. Je prends une dernière question. Ça en a fait. Alors, j'ai Valérie. Voilà, justement. Alors, attendez, je relis juste les... Je crois que j'ai raté des petits commentaires. Alors, j'ai Lololine qui me dit comment faire. Mon chien tire sur la laisse, malgré la longe de 11 mètres, il prend de l'élan et m'arrache le bras. Ouais, alors là, c'est sûr que plus il y a de la longe, effectivement, plus il y a de l'élan et plus c'est difficile pour vous. Difficile de vous répondre en deux petits mots. C'est un petit peu le même problème que pouvait rencontrer Elodie tout à l'heure avec Jeep. Donc du coup, là, il y a tout un travail de marche en laisse à refaire, à reprendre. Déjà en laisse un petit peu plus courte, 11 mètres, c'est vrai que c'est très long. Moi, quand je travaille la marche en laisse, en général, je préconise 5 mètres. De manière à ce que justement, quand le chien, quand la situation est trop sollicitante pour le chien, on ait du mou et du coup la possibilité de ne pas mettre de tension sur la laisse. Et par contre, c'est quelque chose qu'on peut raccourcir assez facilement à souhait quand on veut travailler une marche en laisse qui est plus proche de nous. Donc déjà, peut-être changer de matériel quand vous voulez travailler ça. Quand il s'élance, c'est d'avoir quelque chose qui va faire que votre chien vous entend et qu'il n'aille pas au bout de son comportement. Donc ça, c'est encore une fois une histoire de rappel. Donc travailler son rappel, sur stimuli aussi. Donc pareil, là je vous renvoie à la rigueur au programme en ligne. Voilà, là disons que je ne peux pas vous en dire beaucoup plus par rapport à cette problématique-là. La marche en laisse, c'est vraiment une histoire de focus. C'est sûr que... Pardon, je vais juste boire un petit coup. Voilà, pardon. C'est juste une histoire de... Enfin, au départ, c'est beaucoup une histoire de focus et surtout, c'est une histoire que le chien comprenne qu'au bout de la laisse, il y a quelqu'un et que ça peut créer un inconfort, que selon son comportement, il peut y avoir un inconfort pour la personne qui est derrière. Et ça se travaille justement par plein de petits exercices progressifs, mais ça se fait pas d'un coup, d'un seul, comme ça, brutalement. Voilà. Ok, je continue sur la dernière question qui m'était posée. Quand je veux... Alors avant de répondre à la dernière question, je réponds à Marie-Christine qui me dit je n'arrive pas à séparer Jack et Eva quand je veux seulement en promener un seul car c'est plus facile pour moi bien sûr. L'autre pleure, comment faire? Et ben comment faire? Peut-être donner vu que c'est difficile au début, parce que le problème c'est qu'en général c'est difficile pour le chien, mais c'est difficile pour nous aussi. Donc les deux, en général le chien le ressent aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est donner un jouet d'occupation à celui qui reste à la maison. Type Kong, quelque chose qui va être long. Moi je ferai un Kong bien farci, avec plein de bonnes choses dedans, du kiri et puis plein de trucs mélangés à l'intérieur. Je le mettrai ça au congélateur et je le donnerai au chien qui reste pendant que je pars avec l'autre chien. Même s'il y a un peu de pleurs au début, logiquement à un moment donné, si c'est très appétant, le chien va finir par se remettre sur le Kong. Ça lui permet d'avoir une activité pendant que vous en avez une autre avec l'autre chien. Et donc, pareil, de voir déjà que vous revenez, et ça c'est important, il faut que vos chiens fassent l'expérience que ça peut être positif finalement de rester à la maison alors que vous en sortez avec l'autre chien. Essayez comme ça et puis vous me direz. Donc voilà, donc je reviens sur la dernière question de Valérie qui me disait que donc Valérie elle a deux chiens, deux grands chiens quand même.
Un qui est très... un berger belge qui est très réactif, quoi, enfin, qui est très, oui, réactif, hein, on peut le dire, hein, très sensible et très réactif. Et un autre chien qui est plus cool, plus patapouf, mais qui aurait tendance à plus avoir envie aussi d'aller voir les gens et d'aller voir les chiens, etc. Donc deux chiens qui, quand elles croisent quelqu'un ou un congénère, ont quand même une réaction. L'un très positif finalement et l'autre un peu plus stressé, mais ça fait deux chiens qui réagissent. Donc là, la dernière fois, il lui est arrivé un petit souci en balade. Elle se promenait, elle avait les deux chiens en laisse. Une joggeuse est arrivée derrière eux, elle ne l'a pas vue, les chiens non plus, donc tout le monde a été un peu surpris. Elle est passée à côté. Quand elle est passée, enfin elle l'a vu arriver tardivement, donc elle a voulu demander à ses chiens de s'asseoir. Et quand donc les chiens ne se sont pas assis, et quand la joggeuse est passée, ils se sont excités et il y a eu redirection. Les deux chiens se sont un peu accrochés. Donc sans se blesser, c'est deux chiens qui s'entendent très bien, avec qui il n'y a pas de souci de cohabitation. Mais là, bah, ça a grondé et en fait, ils ont vraiment fait une redirection. Enfin, il y en a un des deux qui a fait une redirection, donc celui qui est plus réactif, qui a fait une redirection sur l'autre chien pendant que la joggeuse passait et ça a été très difficile pour elle d'arriver à apaiser ces deux chiens à ce moment-là. Donc elle me dit comment faire, quoi faire. Euh, alors moi déjà, quand il y a une situation comme ça où un chien il est dans l'inconfort et qu'il est surpris, je vous dirais déjà oubliez le assis quoi. Imaginez-vous, vous avez, enfin c'est comme si vous, je vous mettais derrière vous une araignée, on va prendre la phobie la plus courante, hein, même si c'est pas votre cas, mais on va dire le truc dont vous avez le plus peur, enfin quelque chose qui vous surprend vraiment, et que vous le voyez arriver derrière vous et que je vous oblige à vous asseoir, je suis pas sûre que ce soit ce qui vous mette le plus en confort avec la situation. Donc cette histoire de assis quand on a un comportement de réaction du chien, je pense pas que ce soit adapté parce que vous en demandez énormément à votre chien. En plus votre chien est déjà en réaction, donc de toute façon il a beaucoup de mal à comprendre et à vous entendre. Donc là vous avez perdu du temps finalement et vous avez... En plus il y a une très forte crispation de votre part puisque forcément vous il y a eu un coup de stress. Donc, il y a aussi, du coup, là, on se met à crier, à gronder sur les chiens, etc. Et du coup, le chien, il est encore plus en stress, parce que bah, il y a le stress du croisement de la joggeuse, plus le stress de son humaine qui bah, essaie de se dépatouiller de la situation. Donc là, si vous voulez, le problème, c'est que ça arme encore plus le chien plutôt que de le calmer dans ces cas-là. Donc, ce qu'il faut faire, pensez toujours, mais ça, euh, c'est vraiment, quand vous avez des chiens qui sont un peu en réaction ou des chiens qui ont peur de quoi que ce soit, pensez que le premier réflexe du chien quand il réagit sur quelque chose, et on va dire quand il a peur de quelque chose, son premier réflexe, et on a beau avoir le chien le plus courageux du monde, son premier réflexe ce sera la fuite. Après il y a analyse de la situation, il peut revenir sur le truc, pourquoi pas, mais le premier réflexe, ça sera la fuite parce que c'est lié à la survie. C'est une action complètement normale. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous demandez à un chien de s'asseoir à un moment où tout son corps lui dit pars en courant, casse-toi vite, enfin c'est pas logique quoi. On peut pas, enfin c'est même c'est vraiment pas sympa en tant qu'humain et vous allez justement aussi diminuer la confiance de votre chien en vous parce que vous lui demandez presque quelque chose d'impossible à un moment donné où il est hyper mal. Et en général, ce qui fonctionne dans ces cas-là, c'est que si ça fonctionne, c'est que ce sont des chiens en général qui sont en détresse acquise, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'autorité et de punition que le chien il va s'asseoir quand même par évitement de la punition, mais au fond de lui, il est au plus mal quoi. Donc l'idée dans ces cas-là, ça va être davantage de mettre du mouvement. Proposez cette fuite à votre chien et mettez de la distance. Donc là, clairement, si vous êtes, je peux essayer de voir, si vous êtes ici et que la joggeuse arrive comme ça derrière vous, l'idée, ça va être, la joggeuse va vous dépasser. Donc dans la mesure du possible, ça va être déjà de vous écarter le plus possible du chemin de la joggeuse et de partir immédiatement dans l'autre sens de façon à donner de la distance à votre chien jusqu'à ce qu'il soit plus dans sa peur et que du coup il puisse analyser correctement la situation. Et c'est seulement là, à ce moment-là, quand vous serez donc assez loin, et ça il faut tester pour voir quelle est la distance de réaction de votre chien, et c'est que à ce moment-là que vous pourrez à la rigueur lui demander de vous écouter, lui demander un si ou lui demander autre chose. Ça peut être aussi de checker votre main, pourquoi pas. Ça peut être apprendre un trick, c'est un truc qui peut être intéressant pour votre chien à faire à ce moment-là, plutôt que forcément de lui demander une position assise.
Mais si vous devez, en tout cas la première chose à faire, ne vous battez pas contre vos chiens, ne leur demandez pas du statique quand tout leur corps les incite à, là je parle plutôt pour Mambo, mais l'incite à partir loin. Même si on sait très bien que s'il était détaché, il partirait après la personne. Je suis d'accord, mais le truc c'est que s'il fait ça, c'est de l'aboiement de distanciation, c'est pareil. Et je suis persuadée que si la personne se retournait un peu fort, je suis pas sûre qu'il reste sur place. Donc la première réaction de toute façon de votre chien, dans un sens ou dans l'autre, ce sera le mouvement. Donc offrez-lui ce mouvement et cette distance et vous verrez que vous pourrez souffler vous aussi quand vous serez sorti de cette situation. Mais ne cristallisez pas, ne fixez pas sur la zone à ce moment-là. Alors, je regarde ce que vous me répondez. M'éloigner, impossible, ça tirait trop fort. Bah ouais, alors bah, c'est sûr que vous avez la masse, hein. Ouais. Alors, hop. Lisa, elle est vers la joggeuse. Marie-Christine qui dit pas évident avec deux chiens musclés. Oui, bah c'est vrai que Marie-Christine et Valérie, vous êtes un petit peu dans la même situation au niveau des gabarits de chiens. Alors si vraiment, voilà, c'est trop physiquement difficile et que vous ne pouvez pas tirer vos chiens dans l'autre sens, en tout cas, indiquez-leur au moins par votre position à vous que vous êtes prête à partir dans l'autre sens. Donc ça veut dire que vous devez être dos à vos chiens et essayer de tenir bon à tirer plutôt dans l'autre sens que de retenir, je veux dire, dans ce sens-là. Essayez de faire en sorte au moins d'être dos à vos chiens, que vos chiens, si vous regardez du coin de l'œil, ils se rendent compte que tout votre corps, vous, est déjà en direction de la direction opposée. C'est au moins le minimum que vous puissiez faire et dès qu'ils lâchent l'affaire, immédiatement, vous repartez. Mais on est bien d'accord que les chiens vont avoir tendance à faire vers la personne. En plus, ils sont attachés. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le fait qu'ils soient attachés, la fuite est impossible. Donc, la deuxième, enfin, il y a trois options en fait. Hein, en réponse à l'émotion peur, chez le chien, il y a trois comportements réponses. Ça aussi, je le détaille dans mon programme en ligne. Ces trois comportements réponses, ça va être la fuite, toujours le premier, la sidération et l'agression. Donc fuite, ça fonctionne bien si vous pouvez fuir. Quand vous êtes en laisse, c'est pas possible. Sidération, en général, c'est pas hyper efficace. Et l'agression, par contre, ça fonctionne super bien. Et les chiens, malheureusement, refont cette expérience une fois, plusieurs fois, et ils ont l'impression que même quand ils hurlent et qu'ils s'excitent en bout de laisse, ben, l'objet de leur peur, il disparaît, quoi qu'il en soit. Donc pour eux, c'est lié au fait qu'ils s'excitent et qu'ils aboient. Alors qu'en fait, même s'ils étaient restés calmes, cette joggeuse, elle aurait passé son chemin. Donc à vous de faire en sorte de leur donner la possibilité de faire cette expérience-là. Après, on est d'accord, on se fait tous surprendre. Les sentiers, c'est mortel. Des fois, il y a un virage, ça arrive pile poil là. Donc, des mauvaises surprises, je dirais que c'est impossible à éviter parce que, ou alors, il faut rester chez soi et puis pas sortir ses chiens. Mais sinon, vous êtes obligé d'être face à des situations parfois compliquées. C'est le lot de tout propriétaire de chien un petit peu réactif. Voilà. Et donc, ok, pas de assis. Voilà, ok, pas de assis, hein, Valérie, c'est vraiment pas lui rendre service. Et Marie-Christine qui nous dit j'y suis arrivée une fois quand même. Ah bah comme quoi, avec de la volonté, on y arrive, même face à 60 kilos de muscles qui vous tirent dans tous les sens. Ok, super. Eh bien écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je crois que j'ai répondu à tout le monde. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire signe. Alors j'ai Mickaël qui me dit je viens juste de me connecter, on peut revoir cette vidéo en replay. Oui. Dès qu'elle est finie en fait. Hein, là on va pas tarder à arrêter. J'ai répondu à toutes les questions. Donc dès que c'est fini, normalement je pense que c'est visible en replay. Ok. Ok, je regarde si moi j'ai oublié personne. Si j'ai oublié. J'ai Poppy. Allez, une dernière. J'ai Poppy. Euh, Poppy, c'est une petite chienne devant la télé. Donc là, on en a parlé la dernière fois. On a parlé du son. Et là, on me demande comment faire par rapport au visuel. C'est-à-dire que la chienne, elle réagit quand il y a des animaux à la télé. Dans ces cas-là, le plus simple, moi ce que je ferais à votre place, c'est que je m'assierais devant la télé, je ferai en sorte de mettre un programme où je sais qu'il y a des animaux, je m'assierai près de la télé et dès que des animaux apparaissent, je ferai des lancers de friandises au sol pour la chienne. Ça, c'est pour casser le comportement. Une fois que le comportement il est cassé, il va falloir tester et voir si effectivement la chienne comprend et sait à quoi est liée en fait cette arrivée de nourriture. Donc petit à petit, là c'est pareil, je vous fais un résumé, un très résumé. Petit à petit, l'idée c'est que vous allez d'abord
on va dire, stopper le comportement, je m'excite quand je vois des animaux à la télé en jetant des friandises au sol quand elle réagit. Et petit à petit, il va falloir que vous passiez dans une deuxième phase où en fait la récompense viendra justement bien, alors non pas pour interrompre le comportement j'aboie quand je vois les bébêtes, mais pour récompenser le comportement j'ai vu des bébêtes, je me retourne vers toi humain. Quand vous aurez ça, vous récompensez votre chienne au moment où elle vous regarde. Alors attention, ça ne se fait pas en deux, trois fois, il va falloir faire plusieurs sessions, le maximum, plusieurs fois, de façon à ce que votre chienne, elle prenne l'habitude de se dire, ok, si je vois des bébêtes à la télé, sans voir ce qui se passe avec mon humain, parce qu'en général, il va me balancer à manger. Donc ça, c'est vraiment j'insiste, et ensuite ça va être de passer sur la récompense du bon comportement. Donc au moment où la chienne se calme, arrête d'aboyer et vous regarde, vous récompensez le fait de vous regarder. Et ça, petit à petit, progressivement, l'idée ça va être ensuite d'augmenter la durée entre le moment où la chienne, elle voit les animaux, elle vous regarde, elle lâche l'affaire et vous augmentez la durée avant de donner la friandise. Et ça jusqu'à pouvoir enlever la friandise. Voilà, donc je vous ai... Mais ça répond quand même à votre question, j'espère. Ok. Bon, et ben si c'est tout bon pour vous, je vous laisse pour aujourd'hui. Et puis, ben toujours pareil, si ça a éveillé des questions, des questionnements, n'hésitez pas à me faire à me renvoyer des mails ou par Messenger vos questionnements. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah c'est tout. Oui, donc je mettrai en lien quand même le programme en ligne. Donc je vous remets une petite parution sur ma page. Et puis voilà, donc ça c'est vrai que ben, ce programme, juste deux mots, il est intéressant dans le sens justement en ce moment où vous avez un petit peu de temps pour vous. Normalement il se fait sur 2 mois. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais débloquer tous les modules de façon à ce que vous ayez accès à tous les modules immédiatement. Voilà, pour que vous puissiez voir tout. Sinon, c'est vrai que je l'avais étalé sur 2 mois. Je trouvais intéressant parce que ça laissait le temps de digérer un petit peu chaque module. Bon, ben voilà, là, on va faire un petit peu autrement. On va s'adapter à la situation. Et puis voilà. Et puis, vous pouvez aussi, normalement, épingler en haut de ma page, vous avez les 10 clés fondamentales du rappel. Donc ça, c'est un PDF qui est gratuit. Il vous suffit de télécharger le PDF et voilà, vous avez les 10 clés fondamentales du rappel, ça peut toujours aider aussi. Voilà, je crois que dans les petits coups de main que je pouvais vous donner, je vous ai à peu près tout dit. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, plein de bonnes choses avec vos loulous et puis au plaisir.